Salut et bienvenue sur Webcanal Auto. Aujourd'hui, on va se faire un petit trajet pour tester la planification avec ABRP et le boîtier OBD Link. Pour ceux du fond qui auraient manqué la dernière vidéo, j'ai branché un boîtier OBD sur la prise de diagnostic de la i208, un boîtier OBD de la marque OBD Link. Ce boîtier va servir à collecter les données fournies par tous les calculateurs de la voiture, les envoyer vers une application qui va restituer les données pour qu'elles soient compréhensibles et exploitables par le conducteur. Au niveau des applications, vous avez les applications qui se contentent juste de collecter les données et de les renvoyer vers une application classique. Ça fait un peu comme un ordinateur de bord. Là, vous avez comme application Car Scanner, OBD Link et bien d'autres. Et vous avez les applications qui font la même chose, mais qui intègrent en plus une fonction planificateur. Un peu comme Android Auto ou les planificateurs embarqués dans les Tesla, Mercedes et BMW. Et l'application dont je parle ici, c'est bien entendu ABRP, avec laquelle nous allons planifier notre trajet. Grâce à la combinaison ABRP et OBD, je vais pouvoir donner à la i208 un planificateur, chose qu'elle n'a pas en natif, même en option. Aujourd'hui, un planificateur n'est plus aussi indispensable qu'avant. Il y a des grands réseaux de recharge absolument partout, et même sur les autoroutes, ce sont toutes les aires de service qui sont équipées. Maintenant, les aires de repos sont aussi en train de s'équiper en réseau de recharge. Les voitures comme notre i208 sont en principe faites pour faire de la ville. Elles n'ont donc pas besoin d'avoir une grande autonomie, une charge très rapide ou encore un planificateur. La 208 ne déroge pas à cette règle. Batterie de 46 kWh, consommation élevée égale autonomie réduite, autour de 300 km dans le meilleur des cas. On peut charger à 100 kW en DC, les chargeurs qui sont sur les autoroutes en gros. Ce qui laisse de grandes perspectives pour envisager des longs trajets. Cette intro est beaucoup trop longue. Allez, je vous montre tout ça. Donc voilà, j'ai transféré le trajet de ABRP dans la voiture. Donc c'est celui-là. Donc vous voyez, il me fait m'arrêter une fois avec ma batterie à moitié remplie. Et là, c'est magnifique. C'est ce qui manque, hein, clairement. Voilà. Il me fait démarrer d'ici à 54%. Mon prochain arrêt, j'y arriverai à 10%. Le prochain arrêt, c'est le Ionity de l'aire de service de Corbière. Franchement, c'est génial. Moi, franchement, je trouve ça génial. Voilà. C'est tout ce qui manque à cette 208. Et qui aurait dû être mis directement dedans. Et vous voyez là, à l'heure actuelle, il me dit qu'il y a 2 bornes qui sont prises. Les deux traits rouges, là, ça veut dire qu'il y a 2 bornes qui sont actuellement occupées. Bon, allez, on verra si j'y arrive. À tout à l'heure. Avec le trajet que j'ai planifié via ABRP, je vais le suivre et je vais me servir comme si j'avais Android Automotive. Avec ma petite 208, je vais m'arrêter là où ABRP me fait m'arrêter, avec un départ à 54-55% de batterie. Donc je n'ai pas rechargé. Hein. Là, normalement, notre premier arrêt, ça devrait être à l'aire de service de Corbière, sur l'autoroute A61 en direction de Narbonne. Je devrais arriver avec 10%. C'est ce que me prévoit ABRP. On va voir si c'est faisable. Ok. Peut-être que je vais finir à 120, mais sinon ça devrait être faisable. Là on a encore pris un petit pourcent. On est à 13% maintenant à l'arrivée à la borne. L'avantage d'arriver avec des pourcentages bas, c'est-à-dire autour de 10%, entre 5 et 10%, jusqu'à 15 même, c'est qu'on va ça va charger beaucoup plus vite au début. C'est-à-dire que dès qu'on va brancher, elle va prendre le maximum de la puissance de charge et on va récupérer de l'énergie plus rapidement. Là, la 208, elle a un chargeur qui accepte du 100 kW.
C'est pas déshonorant, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas déshonorant. On va voir ce que ça va donner à la borne. Là, je suis toujours à 13% à l'arrivée. Et là, je vois que ça y est, les deux personnes qui étaient en train de charger, elles chargent. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré l'autoroute. Je vais en direction de la prochaine recharge, donc l'aire de service de Corbière. Voilà, qu'est-ce que je peux vous faire comme petit bilan? Après être passé pour une estimation de pourcentage à l'arrivée à 14% de batterie à l'arrivée à la borne des Corbières, j'ai pas suivi son trajet. Il me faisait traverser la ville de Castelnaudary, donc forcément réduire ma vitesse. C'est pour ça qu'il estimait que j'arriverais avec 14%. Je l'ai pas suivi, j'ai pris une autre direction, j'ai contourné la ville de Castelnaudary par des routes à 80. Du coup, l'estimation à l'arrivée a baissé à 12%. Parlons des aides à la conduite. Alors, sur cette I208, en termes d'aide à la conduite, on a le strict minimum, c'est-à-dire qu'on a un régulateur de vitesse, tout à fait classique, hein, il n'est pas adaptatif. On n'a pas de maintien dans la voie, mais on a un anti-franchissement de ligne, c'est-à-dire que la voiture est remise, elle fait du ping-pong entre les lignes. Elle est remise au centre de la voie, mais elle ne reste pas au centre de la voie. Elle va faire le ping-pong entre les voies. Ça, c'est parce qu'on a la finition GT Line, qui est l'avant-dernière version avant la plus haute. La plus haute étant la finition GT, où là il y a tout. Et dans la finition GT, il faudra que je vérifie, je vous l'incrusterai. Dans la finition GT, il y a le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie. Autre point que je voulais vous remonter, c'est que c'est la régénération sur la I208. Alors, il n'y a pas de vraie régénération à proprement parler. Il y a un mode B. C'est un petit frein moteur avec une petite régénération, mais c'est vraiment pas fou. On utilise encore beaucoup trop la pédale de frein pour pouvoir stabiliser la voiture et freiner la voiture, surtout freiner la voiture. Ensuite, on a la lecture des panneaux. Et on a quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'il y a sur la Mégane, c'est-à-dire que on a une touche pour qu'il se mette à la vitesse qui est indiquée sur son panneau. Voilà. Mais je suis pas encore très sûr de mon coup pour savoir si c'est vraiment comme sur la Mégane ou si c'est autre chose. Oui, je disais que je trouve que la voiture est bien isolée phoniquement de l'extérieur. On n'entend pas trop ni les bruits de roulement ni les bruits extérieurs. En tout cas, c'est mieux que la Mégane. C'est bien mieux que la Mégane. Je vais faire cette partie en voix off car je n'avais pas activé le micro de la mini caméra. Tant pis. Depuis que j'ai pris l'autoroute, je roule en fait à 130 km/h, normal. Donc je consomme plus. Donc ABRP revoit à la baisse l'estimation du pourcentage de batterie à l'arrivée. Tout ça grâce au boîtier OBD qui lui transmet en temps réel toutes les informations sur la consommation de la voiture. Là par exemple, on est à 9% et vous allez voir que c'est pas fini. Pour le moment, ce ne sont pas des alertes, c'est juste ABRP qui revoit son estimation à l'arrivée à la baisse. Les alertes vont arriver d'abord par la voiture. Ici, sur la i208, quand on franchit la barre des 10%, le GPS de la voiture prend la main et propose des solutions de recharge. En gros, il cherche des bornes. Vous aurez noté, il aurait pu les proposer dès le départ. Ça aurait évité d'avoir à se ronger les ongles. Le plus drôle, c'est que parmi les propositions, il y a bien la station Ionity sur laquelle je vais bientôt m'arrêter pour charger. Il faut aussi noter que souvent, il y a au bout d'un moment un mode tortue qui s'active. C'est-à-dire que la climatisation ne fonctionne plus, les performances moteurs sont bridées, ça peut même aller jusqu'à l'arrêt du véhicule
ou en tout cas l'impossibilité de redémarrer si par exemple on s'est arrêté à un stop ou à un feu rouge. Mais en général, le mode tortue ne s'active que sous les 5% de batterie et l'arrêt du véhicule est en dessous des 0%. Bon là je suis passé à 7% à l'arrivée. Il me reste 6 km, il me reste 20 km d'autonomie et je viens d'avoir une deuxième alerte. Et là j'ai même une... Ah oui, mais ça c'est ABRP qui me le dit. J'ai même une alerte qui me dit de rouler à 120. Voilà. C'est pas du tout anxiogène, hein, pas... Alors ça tombe bien, on arrive dans une zone de travaux et donc je dois descendre à 90. J'arrive dans 3 km et j'ai encore une alerte pour me dire que la batterie était faible et que j'allais pas arriver à destination. Voilà, voilà, une quatrième alerte. Bon, voilà, là j'arrive à la station de recharge, je suis à 8% et je vous reprends au moment de me brancher. Désolé, je fais cette première recharge en face caméra car ce que j'ai tourné était de très mauvaise qualité et en plus mon micro n'a pas fonctionné, bien sûr. Et en plus, je n'avais pas mis mon téléphone à charger, donc plus de batterie à l'arrivée. Et pour couronner le tout, j'avais laissé mon chargeur à la maison, ce qui fait que j'ai même pas pu charger mon téléphone à la station-service. Bon, en gros, c'était la loose intégrale. Ah, c'est un métier, hein, youtubeur. Bon, bref. Pour en revenir à la recharge sur la i208, on voit que je suis passé de 8 à 82% en 27 minutes. Donc le 10 à 80% se fait en un peu moins de 25 minutes. En regardant le tableau de bord de la 208, on voit qu'il reste 20 minutes pour passer de 82 à 100%. Ça veut dire qu'on mettrait presque autant de temps pour passer de 10 à 80 que de 80 à 10. Comme souvent, ça ne sert à rien de rester chargé à plus de 80% lors des longs trajets. On perd beaucoup trop de temps. Sauf bien sûr si c'est le moment de la pause repas. Comme on était chez Ionity, j'ai lancé la recharge avec l'application Mobilize de Renault. Et grâce à mon abonnement Charge Pass à 5,99 €, j'ai des prix chez Ionity. Je paye le kilowattheure 35 centimes au lieu de 59. J'ai aussi des prix sur le réseau de recharge Mobilize Fast Charge de Renault. Je paye aussi le kilowattheure 35 centimes. C'est le réseau de recharge ultra rapide de Renault. Attention Tesla, prends garde à toi. J'ai ensuite poursuivi mon trajet et je suis arrivé à Vias avec 24% de batterie. J'ai mangé ma crêpe et j'ai préparé mon retour. Voilà pour le retour ce que ABRP me propose. Donc départ de Vias à 28%, arrivé à Béziers Tesla à 20%, recharger jusqu'à 58, prendra 15 minutes. Ensuite rouler jusqu'à Corbière, donc l'aire où on était tout à l'heure. Arriver à Corbière à 11, repartir à 70 pour arriver à la maison à 20%. Ouais. Alors, moi j'aimerais bien aller jusqu'à une aire de repos où il y a du Electra, parce qu'il faut que j'active l'autocharge sur la 208. Et ça me ferait bien plaisir de passer par Electra. Donc je pense que je vais remplacer les Corbières par Electra. Et je pense que chez Tesla, je vais me charger un petit peu plus que 58%. Donc je viens d'arriver chez Tesla. Maintenant, il faut que je sélectionne le chargeur sur lequel je suis. Donc là, comme je disais, vous voyez là, il me voit pas à la station. Moi, je comprends pas pourquoi. C'est pas grave, je vais lui dire que je suis quand même à la station. Allez, voilà. Ok, recharger ici. Il va me demander à quel stade je suis. Donc, je suis à la 5B.
5B, démarrer la charge. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à aller charger. Voilà, la charge a démarré chez Tesla. J'étais à 20, je suis déjà à 28. Et vous voyez ce que vous voyez là, c'est l'interface Tesla de recharge. C'est très complet. Vous avez le taux de charge, vous avez le prix que vous avez consommé, la vitesse de charge et la quantité d'énergie récupérée. Franchement, le temps, franchement, c'est très simple, efficace. Bon, c'est Tesla. Je vous reprends plus tard. Bon, visiblement, un BRP, il n'a pas trop confiance. Il pense que j'arriverai pas à l'ère de Arzens Electra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'appoint à l'ère des Corbières. C'est une station Unity, c'est les Corbières Nord, c'est juste en face de l'ère des Corbières Sud, là où j'ai fait le plein tout à l'heure. Donc je vous reprends dès que j'arrive à l'ère des Corbières et voilà, on se fait un petit appoint. Salut! Sur l'application Electra, je ne trouve pas le bouton pour activer l'autocharge sur la 208. Alors je me demande s'il n'y a pas une incompatibilité avec la plateforme Stellantis. Bon, eh bien, on verra ça tout à l'heure. Là, je charge, je vais me prendre un café et puis ensuite, on se retrouvera soit sur la route, soit une fois que je serai arrivé à Electra. Salut! Bon, là, je suis en train de charger et petite réflexion que je me fais régulièrement sur les heures de repos. Pour charger sa voiture électrique, il y a plein d'applications, donc il faut être quand même vachement connecté. Eh bien, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand on est dans la station, à l'intérieur du bâtiment, très souvent, eh ben, il n'y a pas de 4G, ni de 5G. Alors, il y a peut-être un Wi-Fi, peut-être même qu'il est gratuit, mais en tout cas, il n'y a ni 4G ni 5G dans l'aire de repos où j'étais, ce qui fait que j'étais dans l'incapacité de surveiller la charge de la voiture. Voilà, bon, petite réflexion que je me fais, voilà. Je pense notamment à Tesla qui souvent est dans des endroits où il n'y a pas grand-chose, où il charge, je sais plus comment ça s'appelle, qui est en race campagne. Ça peut être compliqué si jamais il n'y a pas de data qui peuvent circuler. Voilà, je me pose cette question. Voilà, salut, je vais bientôt repartir. Petit truc rigolo qui vient à l'instant de m'arriver au moment de débrancher, eh bien, la borne ne voulait pas s'arrêter. Elle continue à charger malgré le badge, malgré l'appui sur le bouton stop. Non, j'ai dû appeler le service client de Unity qui m'a arrêté la charge. Et puis voilà. Donc je repars, je m'arrête à la station d'Arzens chez Electra et on va voir cette histoire d'autocharge. Salut! Bon bah là on arrive bientôt à Arzens et je vais vous montrer comment ça se passe. Là ça y est, on est bientôt sur l'aire de service, on arrive, voilà. Et je vais vous parler de l'autocharge, ce sera l'occasion d'en discuter un peu. Donc je vous explique ce que c'est exactement. Ça y est, je suis arrivé. Alors, où sont les bornes? En général, c'est bien indiqué. Donc, il faut aller du côté des voitures. Voilà. Et ensuite, les voilà. Et voilà, donc on est arrivé à l'aire d'Arzens et je vous reprends pour vous expliquer comment ça fonctionne l'autocharge. Donc
Voilà, là, il m'a localisé sur la station de service d'Electra à Arzens. Donc, il me l'avait ouvert, hein, c'est ce que vous avez vu au départ. Donc, Arzens Nord. Donc, c'est bien là où je suis. Et maintenant, il va me dire, bah, prêt pour la charge. Je choisis mon connecteur. Donc là, je suis sur la place 2. Hop, commencer la charge. Donc, vous voyez, là, c'est 59 centimes le kilowattheure. Commencer la charge. Donc, tac. Voilà, il y a mes informations de paiement. Il y a un prépaiement autorisé. Eh ben, bon, commencer la charge. On va la commencer, oui ou non? Brancher le connecteur. Et voilà. Et après, je branche le connecteur et ça marche. Donc là, je vais me brancher. J'ouvre la trappe. Donc là, c'est ça le CCS. Donc ça, c'est le T2 uniquement pour le courant alternatif. Et les deux, c'est le courant continu. Le connecteur 2, c'est celui-ci. Oh putain, il est lourd. C'est pas facile de le faire à une main. Hop. Là, je branche. Là, on voit que ça démarre. Il initialise. Et déjà, elle fait du bruit la borne, donc c'est que c'est pas mal. Et vous voyez, très intéressant, là, vous voyez, c'est en fait c'est une borne 300, mais s'il y a deux voitures, donc c'est une voiture, elle peut prendre 300. S'il y a deux voitures, bah, ils se partagent la puissance en deux. Voilà, donc ça charge. Je vous reprends dans la voiture pour vous expliquer l'autocharge. Alors l'autocharge, c'est quoi? Bah, tout ce que vous m'avez vu faire là sur l'application Electra. Hop là, j'interviens parce que j'ai dit quelque chose qui pouvait laisser penser que mettre en charge sa voiture, c'était très compliqué avec plein de boutons à appuyer, etc. Dans la plupart des cas, si vous avez un badge, il suffit de brancher, de badger et la charge démarre. Là, on est chez Electra et en fait, ils veulent maîtriser tout le processus du début à la fin. Donc, il n'y a pas possibilité de se charger avec un badge. Il y a soit l'autocharge, soit l'application. Mais la plupart des autres, il y a juste un badge à passer et c'est tout. On reprend la vidéo. Choisir la station, choisir la borne, lancer la charge, valider le paiement, etc. Et ben, tout ça, avec l'autocharge, c'est supprimé. Donc, il faut demander à Electra dans l'application à activer l'autocharge. Et ensuite, la validation de l'autocharge se fait à la première recharge chez Electra. C'est quoi? En fait, c'est Electra qui attribue un numéro à votre voiture, qui attribue un identifiant à votre voiture, mais c'est un identifiant Electra. Ce qui fait que la prochaine fois, quand votre voiture va se retrouver sur une station de recharge Electra, dans les ports que je vous ai montré tout à l'heure, il y a deux ports de communication. Donc, Electra va lire l'identifiant de la voiture, et une fois qu'elle aura l'identifiant de la voiture, elle va avoir vos informations de paiement, et donc elle va pouvoir lancer la charge immédiatement sans avoir à bidouiller dans l'application. Donc ça, c'est l'autocharge. À ne pas confondre avec le plug and charge, qui est un peu différent. Ça, c'est les véhicules récents qui, l'identifiant en question, ils l'ont à la construction du véhicule. Et cet identifiant, il est valable partout. Il n'y a pas besoin d'activer, en fait, d'activer quoi que ce soit chez un opérateur. Il y a certains opérateurs qui font le plug and charge, pas tous. Bon, je vais me débrancher parce que là, c'est inutile de continuer à charger. Je me débranche et on repart. Direction la maison. Ciao. Bon, bah ça y est, je suis arrivé. Je vais aller me coucher. Je vais dormir un peu. Et puis on se retrouve pour vous dans quelques secondes pour la conclusion et pour moi dans quelques heures. Allez, ciao. Et voilà, vous aurez constaté qu'il ne s'est pas passé plusieurs heures,
mais bien plusieurs jours, voire semaines, entre mon arrivée et cette conclusion. Bon, il est temps de vous dire ce que j'ai pensé de ce road trip, de cette 208, et de la galère que ça aurait pu être de parcourir ces quelques 360 km à bord d'une petite citadine électrique. Alors, que dire de ce trajet en I208? Déjà, vous aurez constaté que je suis rentré. J'ai pas appelé de dépanneuse, j'ai pas dormi sur un parking d'autoroute avec une 208 en PLS. Tout ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt même mieux passé que ce que j'avais prévu. Pour un trajet avec une voiture qui, au départ, n'est pas prévue pour faire de l'autoroute. En réalité, je suis parti avec un a priori négatif de la i208, qui n'a pas vraiment grand-chose à voir avec l'électrique. Ce qu'il y a, c'est que je n'aime pas vraiment, je suis pas fan de la position de conduite. Ça m'oblige à être assis très bas avec un tout petit volant directement sur les genoux pour pouvoir espérer regarder le compteur par-dessus le volant. Ça, j'avoue que je suis pas fan, j'aime pas du tout. Ensuite, le cockpit 3D. Donc notre voiture est occupée d'un cockpit 3D. Je vois pas vraiment ce que ça apporte à la lisibilité. Bon, c'est original, mais en réalité, si c'était original et qu'en plus ça apporte vraiment beaucoup à la lisibilité, moi ça m'irait très bien. Par exemple, le e-cockpit un peu plus haut, un peu plus proche du pare-brise, comme ça, à la façon d'une Twingo ou des anciennes Renault Espace où les compteurs étaient très bas dans le pare-brise. Ça pourrait remplacer l'affichage tête haute. Non, en plus, la réputation de la i208 est vraiment pas bonne en termes d'électricité. Consomme beaucoup, charge. Alors, on parle pas beaucoup de la charge souvent, mais elle consomme beaucoup. Voilà, et surtout au niveau électronique embarquée et indication sur la consommation électrique, sur l'état de la batterie, c'est 0. On n'a pas de pourcentage de batterie, on a juste une estimation de l'autonomie avec une jauge, comme une jauge à essence, exactement une jauge à essence. C'est là qu'on sent que Peugeot, dans cette plateforme, n'a vraiment pas voulu faire d'efforts et est allé vraiment à l'économie. En gros, c'est une voiture thermique avec un moteur électrique, c'est tout. Donc c'est une bonne voiture, puisque la 208 est une bonne voiture, mais en termes d'électrique, c'est pas au rendez-vous de ce qu'on attendrait d'une voiture électrique moderne. Feu, la concurrente de la i208, la Zoé, est une bien meilleure proposition en termes d'électrique. C'est-à-dire qu'elle a un peu plus grosse batterie, elle consomme un peu moins, ce qui fait qu'elle a une autonomie bien meilleure. Ce qui pêche avec la Zoé, c'est sa présentation intérieure. Heureusement que les dernières versions, en fait, bénéficiaient quasiment de l'intérieur d'une Clio. Heureusement, parce que les premières Zoé, c'était vraiment pas la joie. Et le gros point faible de la Zoé, c'est la recharge rapide. Elle n'en a pas. Mais, Renault considère que la Zoé est faite pour la ville et elle ne doit pas sortir des villes. Donc la charge rapide, c'était une option que lors de notre achat de Zoé nous avions prise, mais c'était une option, ce qui fait qu'aujourd'hui sur le marché de l'occasion, il n'y a quasiment aucune Zoé avec la charge rapide. Ça veut dire que à la Zoé, vous ne pouvez recharger qu'en courant alternatif, au maximum à 22 kW. C'est frustrant et c'est vraiment dommage parce que la Zoé est bien plus capable que la 208 de faire de longs trajets. Bien plus. Il ne lui manque que la charge rapide. Pour en revenir au trajet, il faut aussi se souvenir que je suis parti avec 54% de batterie. Je suis pas parti à 100%. Donc ça m'a obligé à faire 3 arrêts. Pour être tout à fait honnête et transparent, si j'étais parti avec 100%, on serait passé de 3 arrêts à 2 arrêts pour faire ce trajet. C'est là le ventre mou de la voiture électrique. C'est les distances intermédiaires. En gros, là, pour faire les grosso modo 400 km de notre trajet, bah, je suis sur l'autoroute, j'atteins en fait les limites d'autonomie sur autoroute. C'est-à-dire que sur autoroute, je fais grosso modo plus ou moins 200 km avant de devoir recharger sur autoroute en roulant à 130. Ce qui fait que si je fais un trajet de 400 km, il y a un moment ou un autre où je suis obligé de recharger. Obligé. Je peux pas faire autrement. Alors qu'effectivement,
effectivement, 400 km avec n'importe quelle voiture thermique, vous pouvez faire l'aller-retour sans avoir à vous arrêter pour charger. La sécurité routière préconise de s'arrêter toutes les 2 heures, ok. Mais si vous faites un trajet de 200 km, vous faites à peu près 2 heures de route. Donc là, pour aller à Vias, il faut à peu près 2 heures. Vous n'allez pas vous arrêter juste avant d'arriver à Vias pour prendre un café pour vous reposer. Vous vous reposez à Vias, vous partez à la plage, vous allez au restaurant et vous revenez. Avec une voiture thermique, vous arrivez, vous vous garez sur place, vous faites ce que vous avez à faire sur place et vous rentrez. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter en plus. Voilà, c'est le problème. Problème qui est complètement gommé si on passe à des trajets beaucoup plus longs. Là, effectivement, si on s'arrête toutes les 2 heures, que ce soit en thermique ou en électrique, bah, on va s'arrêter au même moment, en réalité. Si vous avez 1000 km à faire, vous allez vous arrêter à peu près tous les 200 km, ça veut dire à peu près toutes les 2 heures, et puis vous allez recharger, enfin bon, voilà quoi, prendre un café, faire un pipi, etc. Ensuite, il y a eu la mésaventure chez Tesla. Donc vous avez vu, l'application Tesla ne me voyait pas là où j'étais. Donc elle ne me voyait pas sur la station de recharge Tesla. Entre parenthèses, vous aurez constaté qu'un peu plus tard, l'application Electra me voyait bien à la station de recharge Electra. Bon, bref, c'est des choses qui arrivent. Il y a des petits bugs des fois. C'est peut-être mon téléphone, c'est peut-être l'application elle-même, je ne sais pas. Toujours est-il que ça arrive. Des anecdotes chez Tesla, il y en a à la pelle. Mais grosso modo, chez Tesla, j'ai toujours réussi à charger. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de ne pas réussir à charger, mais c'est vraiment extrêmement rare. De plus, chez Tesla, ce qu'il y a bien, c'est que il y a toujours entre 15 et 20 bornes, des fois plus. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, vous chargerez. Même si la station est bondée, il y aura toujours une borne qui va se libérer 1 ou 2 minutes plus tard. S'il y a une ou 2 bornes qui ne fonctionnent pas, il y en aura toujours une autre à côté qui va fonctionner. C'est ça, la grande force des superchargeurs Tesla. C'est aussi ce que je voulais, le point sur lequel je voulais insister. Évitez, quand vous faites de longs trajets, de viser des stations de recharge avec peu de bornes. Alors déjà, interdiction d'aller sur sur les bornes en ville. En général, c'est des bornes isolées, il y a 1, 2 bornes. Très souvent, c'est des bornes qui sont déployées par les syndicats départementaux de l'énergie. Donc, mal entretenues, toujours en panne, avec un écran illisible. Moi, franchement, le conseil, c'est éviter les bornes de ville. Préférez les stations de recharge. Et dans tous les cas, préférez les stations de recharge où il y a plus de 4 bornes. En effet, 4 bornes, ça veut dire que s'il y en a une qui fonctionne pas, il vous en reste 3. S'il y a une personne qui est déjà en train de charger, il vous en reste 2. Ça commence à faire beaucoup en termes d'aléas, surtout si vous êtes un peu pressé, surtout si vous n'avez pas beaucoup de pourcentage de batterie qui reste. Moi, je privilégie les grands réseaux de recharge, Ionity, Tesla, Electra, Fastned, Total Energy, etc. Il y a toujours des pannes, mais très souvent, vous avez une borne à côté. Très souvent, ce que je préconise aussi, c'est que si la borne sur laquelle vous êtes ne fonctionne pas, même s'il y en a une qui fonctionne à côté, appelez le service client. En général, il redémarre la borne et elle remarche. Enfin, la plateforme Stellantis. Alors, que dire de cette plateforme? C'est clairement pas une plateforme où ils ont mis tous leurs moyens dans la réalisation de quelque chose de valable. On voit clairement que le groupe Stellantis a fait cette plateforme électrique parce qu'ils y étaient obligés, mais ils en veulent pas du tout. Alors, c'est en train de changer, mais au moment, c'est-à-dire en 2020, au moment où ils ont sorti cette plateforme, c'était clairement pas le but. Le but, c'était voilà, de montrer qu'ils faisaient un mini effort dans l'électrique, mais sans plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette plateforme? Bon, c'est sûr, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, hein, ça parfaitement. Mais vous avez vu avec ce trajet, elle fait le boulot. Elle fait le boulot. J'ai roulé à 130, j'ai fait à peu près 150 km. J'ai pu me recharger à une vitesse de charge pas ridicule. Franchement, c'était pas désagréable. La chose qui m'a manqué, c'est aussi parce que j'ai essayé des Tesla, je conduis
au quotidien une Mégane électrique, c'est toute la connectivité autour de l'information sur la batterie, sur le niveau de charge, sur atteindre la prochaine station, etc. Il y a zéro information, zéro information. Alors que tout est là, puisque vous avez vu, j'ai branché ABRP, ABRP discute avec la voiture et est capable de me proposer des stations de recharge, des temps de recharge, comme si c'était natif dans la voiture. Mais Peugeot n'a pas pris la peine de développer un outil fiable, performant, alors qu'ils en ont les moyens. Je vais maintenant vous faire un petit récap de ce que ce trajet m'a coûté. Je vais aussi en profiter pour vous faire une petite comparaison avec ce que ça m'aurait coûté avec un véhicule thermique. Pour rappel, je suis parti avec une batterie à 54%. J'aurais donc dû recharger au retour à 54%. Et non à 100% comme je l'ai fait. Et oui, la 208, elle permet pas de limiter la charge. J'ai donc fait une règle de 3 pour retrouver la quantité d'énergie consommée exactement. Sur les 360 km de ce trajet, 80 ont été réalisés à 80 km/h et 280 à 130. Je sais, j'ai fait le retour à 120, je l'ai dit dans la vidéo, au lieu de 130. Mais vu les consommations obtenues, je pense que ça va pas changer grand-chose. Pour finir, j'ai un abonnement Mobilize de chez Renault qui me donne un tarif réduit chez Ionity. Bref, sur le trajet, j'ai consommé 71 kW en 3 recharges qui ont duré 59 minutes pour la modique somme de 25,91 € plus 5 € d'abonnement Mobilize. À cela, il faut ajouter l'énergie chargée à la maison pour revenir à 54%. J'ai chargé 14,6 kWh et ça m'a coûté 1,80 €. Vous suivez, hein? Ce qui donne 32,71 €, ce qui fait un coût au 100 km de 9,09 €. Si je n'avais pas eu d'abonnement, les recharges sur autoroute m'auraient coûté plus cher, environ 39,13 €, soit, pour parcourir 100 km, 12,75 €. À titre de comparaison, donc, je le disais, sur ce même trajet, parcourir 100 km m'aurait coûté 10,99 € en véhicule essence et 8,80 € en véhicule diesel. Sachant que je me suis basé sur les données INSEE, des moyennes des prix des carburants en mai 2025 sur toute la France, sur route et autoroute, et en ville. Ensuite, pour calculer la consommation moyenne essence et diesel, je suis parti sur une fourchette basse et pas sur j'ai pas pris la moyenne des consommations constatées par l'INSEE. Si je voulais encore vous abreuver de chiffres, en usage quotidien, je recharge essentiellement à la maison pour 13 centimes le kilowattheure. J'ai un contrat EDF Tempo, heure pleine, heure creuse. En VE, on consomme à peu près 15,5 kWh au 100 sur le réseau secondaire, ce qui nous donne, pour parcourir 100 km, un coût de 2 €. Et si on roule sur autoroute, on consomme à peu près 22 kWh au 100, ce qui nous donne, pour parcourir 100 km d'autoroute, un coût de 2,86 €. Bon, bien évidemment, le coût de l'autoroute, ça vaut pas parce qu'on ne charge pas à la maison quand on prend l'autoroute. Bon. Le surcoût engagé lors des longs trajets, pour les vacances par exemple, il est largement compensé par les économies qui sont engrangées tout au long de l'année au quotidien. Je peux même ajouter que ces économies réalisées au quotidien, elles valent largement la peine, quand on part en vacances, de s'arrêter toutes les 2 heures, au moins pendant 15 ou 20 minutes. C'est pas la mer à boire. Bon, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, je voudrais juste préciser que la i208, ce n'est pas du tout une voiture qui est faite pour faire de l'autoroute. Donc là, je suis pas allé à la facilité. Donc voilà, soyez indulgents envers cette voiture, soyez indulgents envers l'électrique en général. La même chose avec la Mégane, j'aurais dû m'arrêter qu'une seule fois. Voilà. Donc il n'y a pas de problème particulier. La Mégane a une plus grosse batterie, la Mégane consomme beaucoup moins et la Mégane charge un peu plus vite. Même si j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler un autre jour,
elle est, bon, c'est pas la meilleure en termes de courbe de recharge. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des remarques, des suggestions, quoi que ce soit, allez dans la section commentaires, faites-moi part de vos réflexions. Je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être dit des bêtises. Et puis j'essaierai de vous répondre. Je vous répondrai. Rassurez-vous, je pense que je ne serai pas submergé de commentaires. Allez, à la prochaine. Salut!